Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence d'agilité augmentée. Donc je m'appelle Johnny, je suis coach agile chez Softeam et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui passionne tout le monde, qui me passionne particulièrement. C'est qu'est-ce que aujourd'hui l'IA peut apporter à nos métiers d'agilistes. Alors je voulais remercier déjà nos sponsors, dont ma propre société, sans qui Agile en scène n'aurait pas pu être possible. Donc si on est tous là réunis aujourd'hui autour de ces thèmes très particuliers et intéressants et dans des moments d'échange, c'est grâce à eux. Donc un grand merci à tous les sponsors. Alors moi je suis là pour répondre à une question très particulière. On l'a vu hier, on a eu un faire-part de décès de nos métiers. Moi je suis d'avis du contraire. Je pense qu'aujourd'hui effectivement certains d'entre nous se retrouvent un peu sur le bas-côté. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de craintes vis-à-vis de l'IA, mais les gens pensent plus à l'IA que à l'agilité. Donc effectivement, l'IA, est-ce qu'elle va remplacer mon métier? Aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose tous. Quand on voit de quoi l'IA est capable, on se demande effectivement, en tant que PO, quelle est ma valeur ajoutée vis-à-vis de la génération de contenu. On se dit aussi, l'IA, elle peut décider à ma place. On l'a vu notamment dans certaines grandes villes où on le voit dans les taxis autonomes. Moi, je connais une dame en Australie qui attend toujours son insuline. Un kangourou joue avec. Bon, tout ça pour vous dire que l'IA, c'est pas si avancé que ça. Donc, on va pas être guidé par des algorithmes, pas du tout. Et encore une fois, Skynet, la Matrix, j'adore Terminator, mais on n'est pas prêt de les voir se balader dans les rues. Donc, avoir peur, oui. Mais je pense que la peur, elle va pas seulement se baser sur le remplacement, mais plutôt sur la transformation de nos métiers et de la façon dont on va l'aborder. Alors, petit rappel, on est tous des agilistes, donc si on regarde un peu la mission d'un agiliste, aujourd'hui, c'est quoi? On est là pour créer de la valeur et accompagner nos clients à créer de la valeur. Et on va le faire de façon continue. Et pour ça, on va utiliser les 4 mots bleus qui sont très importants, que vous connaissez tous, et qui sont basés sur le manifeste. À savoir la collaboration, on va travailler avec nos clients. Il n'y a plus de donneurs d'ordre, d'exécutants, on travaille ensemble. Ensuite, l'adaptabilité, on est là pour accueillir le changement, accompagner nos clients dans le changement, plutôt que de le subir. Le fait de ne pas subir, déjà, fait qu'on est acteur de notre avenir. Et ça, c'est quelque chose d'important. L'efficacité, on est là pour livrer des solutions, il faut qu'elles fonctionnent. Si on fait que du contenu sans valeur, il n'y a pas d'intérêt. Et enfin, l'humain avant tout. Et ça, faut pas l'oublier. C'est vraiment la base de notre métier, l'humain avant tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier. Donc, l'IA dans tout ça, on va voir comment on va l'utiliser. Donc là, aujourd'hui, nos pratiques, elles fonctionnent sur des cadres méthodologiques. Elles fonctionnent sur des préceptes, sur des pratiques particulières, notamment sur les contenus qu'on génère, sur les livrables qu'on donne pour apporter de la valeur. Chacun ou chacune de ces cadres ou de ces pratiques ont leur structure, leur mécanisme. Chacun fonctionne à sa façon. Et il en existe de diverses pour chaque type. Et on utilise aussi des artefacts qui sont porteurs de valeur, qui ont leurs règles, qui ont aussi leurs formes, leurs contraintes. Mais il ne faut pas oublier la valeur que ça véhicule. Toujours. Donc si on reste agiliste pur, on sait qu'on va vers la valeur. S'il n'y a pas de valeur, comme pour une story qui n'est pas une veste, poubelle. Donc c'est à partir de cet ensemble-là qu'on va pouvoir composer. On va pouvoir du coup se retrouver à composer de façon modulaire de la valeur avec nos clients sur les façons itératives, incrémentales, comme on a l'habitude de le faire. Donc si on regarde l'IA aujourd'hui, elle fait peur pourquoi? Elle fait peur parce qu'elle est capable de beaucoup de choses. Donc il y a 4 grands types d'IA aujourd'hui. Et si on regarde les 4 types, on va passer déjà à la première, la prédictive. Donc elle va permettre d'analyser le passé. Donc c'est sûr que pour quelqu'un qui à l'époque analysait des logs ou un comportement passé sur telle ou telle application, l'IA aujourd'hui est extrêmement plus rapide, extrêmement plus pointue, et elle arrive à faire des corrélations que peu d'hommes peuvent faire. Donc on a besoin de professionnels derrière tout ça pour pouvoir gérer. Ensuite on a l'IA générative, elle est là pour créer du nouveau. On le voit, on s'amuse tous avec les générateurs d'images. Beaucoup de nos enfants aussi font leur rapport de stage de façon complètement fainéante, d'accord? On a l'IA descriptive, qui elle est plutôt intéressante, puisque là, elle va aller chercher justement ces corrélations, comprendre, analyser, et la force analytique de l'IA, comme elle passe par la data,
c'est extrêmement puissant. Et enfin, on a le prescriptif. Le prescriptif, lui, il est capable, par rapport à l'analyse, par rapport à l'existant, et par rapport à des comportements, de prédire ce qui peut se passer, avec plus ou moins de pertinence. Ce sont les fameux modèles d'IA qu'on teste et qu'on entraîne à chaque fois. Aujourd'hui, c'est vrai que les IA sont quand même extrêmement puissantes. On est passé à ChatGPT 5, c'est capable de faire beaucoup plus ce que faisait GPT-4, etc. Pourquoi? Parce que les modèles s'entraînent. Alors on va le voir, on va pas demander d'aller chercher techniquement comment l'IA fonctionne, mais nous en tant qu'agilistes, si on ne sait pas comment l'IA fonctionne et de quoi elle est capable, on ne peut pas l'utiliser correctement. Et donc forcément, les gens qui vont savoir l'utiliser, qu'ils soient agilistes ou non, peuvent nous remplacer. Donc, en tant qu'agiliste, si vous voulez évoluer avec le temps, il va falloir évoluer avec l'IA. Et donc apprendre les mécanismes de l'IA, sans pour autant rentrer dans du crunch, dans de la vectorisation ou de l'embedding. On n'y est pas. On ne va pas rentrer dans la technique, ça n'intéressera que des data scientists. Par contre, vous, en tant qu'agiliste, si vous prenez pas connaissance et conscience des modèles et de leurs capacités, alors vous allez être perdu. Donc pour ça, on va regarder un peu comment l'IA marche et on va regarder dans le détail. Donc l'IA, elle va s'appuyer sur un socle de connaissances, des bases de données. Donc elle va aller creuser Internet, si on lui demande pas d'aller creuser, dans des documents internes. Donc soit vous lui fournissez de la donnée, soit il va la chercher. Ensuite, elle va apprendre par entraînement. Donc elle va aller vérifier les statistiques, entraîner ses modèles, vérifier la pertinence de ces modèles et prendre le modèle le plus pertinent pour répondre à votre question, à votre prompt. De l'autre côté, elle fera aussi des corrélations quand il y a des prédictions à faire ou quand il y a une analyse à faire. Et elle le fera avec les données qu'elle ira chercher, sauf si vous lui donnez des données. Donc du coup, elle peut générer du contenu. Et donc là, on voit qu'il y a un peu de tout, on peut tout faire. Et c'est vraiment génial, même la vidéo aujourd'hui. Par contre, il y a des points de vigilance. La qualité des données. Beaucoup de sources en ligne sont fausses. Quand vous voyez un étudiant en thèse qui vous fait toute une apologie sur Scrum ou sur Safe, et qui vous dit que vous pouvez aller jusqu'à 8 itérations dans votre PI planning, bon, on peut douter de la véracité de l'information. De l'autre côté, il y a aussi des biais de représentation. On a des fois des choses qui sont un peu tordues et l'IA a tendance à augmenter les biais. C'est un peu l'histoire du loup, vous savez, dans la prairie, au loup, et au final, on finit vraiment par avoir le loup. Derrière, on a des boucles d'auto-alimentation, c'est-à-dire que l'IA va réutiliser des choses qu'il a générées 1 an avant, 6 mois avant. Donc on se retrouve du coup avec des fausses données qui sont générées, puis réutilisées, puis régénérées, puis remodifiées. Donc au final, on se retrouve avec un plat qui est tombé par terre, qu'on a remis, qu'on a refait tomber, qu'on a... Bon, autant vous dire que c'est pas très digeste. Et on a aussi un usage critique qui est obligatoire. Si l'être humain n'est pas derrière pour vérifier, on se retrouve avec des choses qui sont pas forcément bonnes. Et on le verra dans les démos que je vous montre. Il y a des façons d'utiliser l'IA pour que justement il n'y ait pas de coupure dans ce qu'il va générer et qui va permettre d'avoir de l'information toujours pertinente du début à la fin d'un process. Donc les clés du succès, on sait, c'est un outil puissant, mais il faut rester critique et il faut un humain derrière. Alors du coup, moi je me suis posé la question. Moi je suis agiliste, coach, SPC, tout ce que vous voulez. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais si on avait un collègue virtuel, si l'IA rentrait dans nos équipes, qu'est-ce qui se passerait? De quoi on serait capable? C'est vrai, on a toujours des gens un peu feignants dans l'équipe. Ouais, il faut faire telle story, ouais, mais moi, tu sais, il faut tester ça, ouais, mais faut automatiser, ouais, mais ça prend du temps. Bon. Avec l'IA, tout ça, on n'en parle plus. On peut tout faire rapidement, et s'il y a le contrôle derrière, on arrive vraiment à des résultats optimaux, donc il faut y penser. Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet du coup d'aller livrer de la valeur. Si on utilise cet outil comme collègue, entre guillemets, ça nous permet d'atteindre vraiment la valeur. On a du coup de l'aide pour le faire. Donc on va regarder un peu et on va se dire que l'IA, elle permet pas mal de choses, tout comme l'agilité. Donc si on regarde bien, on commence par le vert, l'utilisation des données. On a l'IA qui va aller prendre des données variées, et l'agilité, elle, va aussi s'appuyer, entre guillemets, sur la compréhension du client, sur le marché, sur le besoin. Donc on va aussi prendre des données pour traiter les choses, comme l'IA. Ça fonctionne pareil. Dans l'agilité, on va utiliser des user stories, des features. L'IA utilise du prompt qui ressemble étrangement, on va dire, à des scénarios Gherkin, pourquoi pas. Donc dans les deux cas, la qualité de l'entrée va conditionner la sortie.
et la pertinence de l'information qu'on veut ou du résultat de la valeur qu'on veut. Ensuite, en orange, on va apprendre par l'entraînement. L'IA, on l'a vu, les modèles vont progresser et s'entraîner avec les données, vérifier la pertinence des données, valider des modèles et faire en sorte qu'ils soient de plus en plus performants. Dans l'agilité, c'est pareil. On fait des cycles, on apprend avec le client, on livre, on teste, on a le feedback et on continue. On a aussi nos boucles de rétrospective qui nous permettent de nous améliorer et donc on continue. Donc que ce soit l'IA ou que ce soit une équipe agile, on fonctionne par entraînement, on fonctionne par apprentissage. Donc dans les deux cas, la source d'apprentissage est concrète. Et enfin en violet, génération de contenu. Quand on est agiliste, eh ben on va produire. On fait du texte, on fait du code, on fait des stories, on fait de la documentation. On fait énormément de choses qui sont intéressantes. On va fonctionner par incrément, ce qui est logique. Et donc du coup, on a un objectif commun qui est de transformer l'information en valeur. Que ce soit l'IA, vous faites un prompt, il est là pour vous livrer la valeur. Que vous soyez agiliste, vous travaillez pour apporter de la valeur à vos clients de par sa demande. Donc à partir du moment où on a le même fonctionnement entre guillemets, plutôt que de se dire on va être remplacé, vous voyez où je veux en venir, on va pouvoir du coup aller plus loin. Donc je voulais déjà vous présenter les modèles d'IA, j'en présente quelques-uns, les plus connus, c'est le LLM, celui-là vous le connaissez tous, mais il en existe beaucoup. Il y a une pléthorie à aller chercher sur Internet. L'important pour vous en tant qu'agiliste, ce n'est pas de comprendre précisément, comme je le disais, techniquement comment ça se passe, mais c'est au moins de comprendre ce que c'est que le multimodal processor, du sonar embedding. Ces choses-là vont vous permettre du coup de comprendre comment les modèles d'IA fonctionnent. Si je prends un VLM par exemple, je peux insérer une image, du texte, et par rapport à ça, lui demander des choses. Et il va me générer ou comprendre l'image pour me générer des choses. Donc quand on comprend ce mécanisme, et qu'on fait le parallèle avec nos pratiques et la compréhension de nos métiers, alors on va voir qu'on peut utiliser les deux dans le même sens. Nous, on fonctionne aussi avec des matrices et des modèles. J'en ai mis 3, j'en ai listé quelques-uns, mais il en existe énormément. Aujourd'hui, quand on fait de la story, on va fonctionner avec le CCC. On veut des stories qui soient invest. On va utiliser les critères d'acceptation qui sont smart. On va faire les matrices de canaux. On va faire du Meryl-Lecovet. On va faire énormément de choses. Toutes ces matrices-là ont un même fonctionnement que les modèles d'IA. C'est-à-dire qu'il y a un input, des traitements, des fois des choix, un mécanisme, des résultats. Dans les stories, c'est pareil. On a un état avant action, on a une action, que ce soit une opération automatique, une action manuelle, et derrière, on a un résultat. Donc à partir du moment où on fonctionne tous en processus, il y a toujours moyen de faire le parallèle entre les deux, et du coup, d'enrichir nos capacités à produire de la valeur. Donc si vous voyez où je veux en venir, eh ben, l'IA, du coup, ça peut devenir un véritable collègue virtuel. Alors ce qui est bien, c'est que il prend pas de pause, c'est assez sympa, il prend pas de vacances, et il part pas en week-end. Donc ça peut être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est surtout que on a un regard qui est neuf et objectif. C'est-à-dire qu'on a un regard qui est pragmatique, mécanique, complètement décorrélé de toute émotion, ou complètement décorrélé d'un élément de vie qui peut vous impacter en tant qu'humain. Vous avez fait un déménagement le week-end, vous êtes crevé, vous arrivez le lundi, faut produire pour mardi, et vous vous retrouvez du coup embêté parce que 3 jours plus tard, vous regardez ce que vous avez fait et vous avez omis énormément de choses. Bon, avec l'IA, ça marche pas. À partir du moment où l'IA est lancée, l'IA fonctionne et s'en fiche du déménagement du week-end. Elle est très stable dans son fonctionnement, donc ça passe. Donc ça va permettre d'accélérer certaines tâches. Je parlais notamment de l'automatisation des tests, par exemple. Mais ça peut être aussi sur la composition d'un backlog. On a besoin d'avoir une idée assez rapide pour pouvoir réorienter assez vite, de par quelque chose qu'on aurait appris. Imaginez que vous travaillez avec un fournisseur externe, que le fournisseur externe, son usine de carte mère est brûlée, et que du coup vous avez plus accès aux cartes mères, vous faites de l'embarquer, vous vous retrouvez sans possibilité de fonctionner. Vous avez besoin de réagir très vite. C'est soit vous avez un partenaire qui est capable de produire tout de suite, soit vous êtes embêté. Donc vous pouvez demander à l'IA de vous trouver des solutions assez rapidement. Et ça permet d'être très rapide. Je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu pour de vrai. À l'époque, il n'y avait pas l'IA, et je peux vous assurer que la galère a été vraiment compliquée. Aujourd'hui, avec l'IA, ça aurait été réglé en 5 minutes. Donc ça peut nous aider. De l'autre côté, on a aussi, donc je le disais, une analyse sans biais émotionnel.
Et donc ça, c'est super important, parce que quand on est dans du décisionnel, pour l'aide à la décision, des fois, il vaut mieux aller vers le pragmatisme que par le sentiment. Des fois, il faut renverser un empire pour pouvoir reconstruire. Bon, quand on produit de façon agile de la valeur, parfois, il faut pouvoir aussi retourner le modèle pour pouvoir accéder à la valeur. Le petit avatar, c'est moi. C'est comment l'IA me voit. C'est marrant. Donc, du coup, on va regarder un peu les cas d'utilisation, et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle du prompt framework. Donc, on va encore frameworker, entre guillemets, mais ce coup-ci, on va utiliser un prompt qui va nous permettre justement d'aller faire la corrélation entre les modèles d'IA et nos matrices et nos modèles, nos cadres à nous. D'accord? Donc, l'important, c'est de connaître les plus connus. Donc, on a le PBP, donc quand on va définir un rôle ou une identité pour l'IA. Je suis Margaret Thatcher, je veux un discours politique sur l'utilisation du pétrole en Angleterre, par exemple. Donc on lui donne un rôle et il va aller chercher tout ce qu'on lui apporte sur le rôle pour pouvoir apporter une réponse en tant que rôle. Donc on fonctionne un peu comme avec les personas pour le coup. Ensuite, on a le context instruction output, CIO, ou le context role output, CRO. Donc en gros, c'est soit une opération, donc l'instruction, quelque chose de mécanique, soit on a un rôle qui va utiliser les choses pour apporter de l'output, et dans ces cas-là, on est sur quelque chose de manuel, d'humain. Donc au final, on va fonctionner avec un CRO, donc on a un context role objectif, et donc on va travailler soit sur les outputs, soit sur les outcomes. Donc soit sur du physique, qu'est-ce qu'on délivre, soit sur la valeur qu'on veut, et on va laisser l'IA nous proposer un output. Donc à partir du moment où on donne du contexte, où on définit les rôles, où on va choisir le ton et le style de ce qu'on veut générer, à partir du moment où on va structurer sa demande, et dans l'idéal, pour pas que l'IA se plante, entre guillemets, on va lui illustrer les choses avec des exemples, on est censé pouvoir maîtriser de façon basique l'usage de l'IA dans nos métiers, sans connaître techniquement comment la data passe dans un crunch, comment les vectoriser, comment c'est stocké, comment c'est... On n'est pas là pour apprendre du rack system non plus, on est vraiment là pour utiliser l'IA comme il a été offert, comme un outil. Donc avec une approche, contexte rôle, résultat attendu, on obtient des réponses précises, pertinentes, exploitables. Donc on va montrer des petits exemples. Alors j'ai visé dans les exemples j'ai visé 3 cas dans les exemples. Donc le premier va être plus pour un PO ou un business analyst. Donc on va regarder un peu comment avec l'IA on arrive à composer un backlog. Alors, comme on peut le constater, on va commencer par lui donner un contexte. Donc on va avoir un contexte global. On va donner un rôle, un style et un ton. On va lui exposer notre besoin. Donc on a des outcomes qui sont demandés. On va exposer le format attendu. Donc on va lui donner nos matrices, nos modèles. On va pouvoir illustrer ça avec des exemples. Vous allez voir, c'est assez rapide. Je lui donne aussi la décomposition que je veux. Je veux des épiques découpées en features. Je veux des features découpées en story. J'explique vraiment ce qui est attendu dans la façon que nous avons travaillé au sein de mon équipe pour mes clients et pour apporter de la valeur. Je vais lui expliquer comment je veux mes user stories, quelle matrice elle doit emprunter. Et je vais aussi préciser, en matière de scénario, que je veux aussi des cas qui soient des cas dits nuls, c'est-à-dire des cas d'absence, des cas d'erreur. Parce que sinon, il va partir sur un service nominal et vous proposer que les choses qui vont bien. Donc l'étude est assez intéressante. Je lui demande aussi de me prioriser les choses, puisque je veux un MVP. Je veux donc pouvoir livrer au plus vite de la valeur, et je veux son estimation là-dessus. Alors évidemment, il y aura le contrôle humain derrière. Mais ça permet du coup de pouvoir proposer un prompt qui soit très construit, et qui va permettre de générer, on va le voir très rapidement, quelque chose de pertinent. Donc je lui explique que je veux un modèle bien particulier, je vais coller le prompt dans le GPT. Donc c'est lui qui va aller chercher le modèle qui correspond le mieux. Et comme je sais quel modèle correspond pour celui-ci, donc un LLM, j'ai tout préparé dans mon prompt. Je lui donne aussi le modèle en Excel, et je lance. Et là, on va le voir, ça va aller très vite. Des choses qui vous prendraient 3 jours à faire,
peuvent être faits en quelques temps. Dans l'Excel, c'est la composition Epic, feature, user story, test. Avec un exemple. Donc là, il me demande si je veux partir là-dessus ou pas. Je vais lui dire oui. Et son analyse va être très rapide. Alors, volontairement, j'ai pas donné d'informations sur la façon dont l'application allait fonctionner. Je vais lui donner un besoin, je le laisse aller chercher sur le web. Qu'est-ce qui se fait le mieux en matière de gestion d'hôtel? Parce que là, je suis pour de la réservation d'hôtel. J'ai besoin qu'il ait cherché ce qui se fait de mieux, ce qui est le plus fréquent et le plus moderne. De façon complètement intuitive, il va aller chercher automatiquement les sites web d'hôtellerie qui sont les plus demandés, les plus recherchés, qui ont un plus gros taux de visites. Et donc, on va se retrouver avec quelque chose d'assez puissant, puisqu'on va être vraiment à la base même de ce qui se fait de mieux sur le web. Donc là, on se rend compte qu'au final, il nous fait nos épiques, il nous fait nos features, il nous fait nos stories, c'est plutôt pas mal. On voit que pour certaines épiques, les features, il les a pas détaillées comme je le voulais. Donc, on va pouvoir réitérer derrière pour lui demander d'optimiser. Mais je me retrouve avec un MVP de 5 épiques qui me permet déjà d'aller travailler. Enfin, 4 épiques, pardon. Donc là, on se dit, bon, c'est pas mal. Et on a été lui demander le contexte, évidemment, sur Internet. Maintenant, imaginez que vous avez travaillé dessus, vous avez fait un backlog refinement avec vos équipes et vous vous êtes rendu compte qu'effectivement, il manquait des scénarios et que vous vouliez faire un ajout. Dans ces cas-là, vous gardez ce qui est déjà ici, la mémoire du GPT se rappelle de ce qu'elle a fait pour vous, et vous pouvez aller lui demander des choses plus précises qui ont été omises, et donc vous lui demandez une feature complémentaire, et vous lui dites de compléter ce qui existe déjà, avec des scénarios bien particuliers. Et là, on va le voir, il a tout en mémoire, il va vous enrichir les choses avec une épique complémentaire, et il va revenir sur ce qui a été proposé et généré, pour compléter avec les scénarios que vous avez ingérés. Donc soit il va chercher, et donc c'est une aide à la création, soit vous rajoutez derrière, et ça vous permet de travailler avec lui comme un vrai collègue, puisque du coup vous lui rajoutez des tâches à faire, et il les fait de façon complètement optimale. Donc pour un PO, pour un business analyst, pour des gens qui font de la user story, c'est très 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 intéressant. Vous matchez ça avec du BPMN pour les processus, et vous vous retrouvez avec une couverture complète du besoin de vos clients, et vous pouvez valider chaque étape. Évidemment, ça se travaille après. Voilà. Un GPT, encore une fois, on le fait par itération. Ça fonctionne comme pour des itérations chez nous. Donc, si vous le faites de façon itérative, ça vous permet, du coup, d'aller vraiment à la valeur. Donc, on le voit, c'est un outil qui est assez sympa pour générer du texte. On a utilisé du LLM, donc c'est le plus simple. Et on va regarder maintenant ce que ça pourrait faire pour un Scrum Master. Donc, un Scrum Master, il a besoin de créer des graphiques complets avec des études de vélocité. Il discute avec son client. Ils savent ce qu'ils veulent présenter. Ils ont visuellement quelque chose qui est assez sympa. Et ils veulent partir là-dessus. Donc, comment faire, voilà, comment faire aujourd'hui pour que, moi qui suis pas un pro d'Excel, je puisse avoir un tel document qui me permet de présenter la vélocité de mes équipes, avec une possibilité de switch entre équipe et PI, je suis dans du safe. Par rapport à l'étude capacitaire de mes équipes, je veux pouvoir présenter les choses. Comme je l'ai dit, je suis une bille en Excel, je demande à GPT de m'aider, et du coup, en tant que Scrum Master, même si je sais comment faire les choses manuellement, je veux un outil qui soit plus simple. Et donc là, l'IA, c'est vraiment une aide. Le collègue va m'aider à générer cet outil. Donc pareil, je passe sur un prompt avec un contexte, je lui explique ce que je veux, je lui demande de me générer un fichier permettant d'exécuter ce fichier-là, et je lui demande de le faire avec donc des PI et des itérations fictives. Donc il va travailler sur 3 équipes, 2 PI, 10 itérations, et il va me générer du coup le fichier me permettant de faire le visuel que je voulais. Donc avec mon client, on va pouvoir représenter les choses comme on l'a décidé. Donc là encore une fois, il va aller chercher automatiquement le modèle d'IA qu'il va utiliser, donc le fameux modèle dont on a parlé tout à l'heure, image-texte, et il va pouvoir du coup faire la corrélation entre les deux. Qu'est-ce qui est représenté ici? Quelle data je peux prendre pour représenter ça? Il va utiliser des datas fictives et s'entraîner jusqu'à atteindre le résultat, et tant qu'il n'a pas atteint le résultat, il ne va pas me générer les choses. Donc pour ça, je lui donne en entrée les calculs de capacité de mes équipes, et je vais lui donner aussi le visuel que je veux, ainsi que un texte
regroupant le fonctionnement d'un PI planning, puisque c'est là-dessus que je veux me baser pour pouvoir du coup présenter les PI, les itérations et les capacités d'équipe. On sait, quand on fait un PI planning, la première des choses qu'on fait, c'est vérifier les capacités d'équipe. Donc, on le laisse réfléchir, il va réfléchir de façon technique, de façon fonctionnelle. Techniquement, quand quelque chose ne va pas, il va utiliser autre chose. Et on va le laisser travailler. Ça met à peu près 3-4 minutes. Derrière, il y a tout le moulinage qui se fait pour faire les fichiers. Donc ça, c'est sa popote interne. Encore une fois, on ne rentre pas là-dedans. On le laisse faire. Il va tester et entraîner son modèle pour atteindre le résultat voulu. Vous pouvez regarder l'analyse pour rigoler. Ça peut être intéressant. C'est parfois drôle. C'est un peu comme regarder la Matrix. Mais pour le coup, on le laisse travailler. Alors j'ai coupé pour vous laisser les 5 minutes de réflexion. Des fois, vous l'entendez réfléchir et c'est assez rigolo. Si on pouvait mettre la voix, ce serait drôle. Mais derrière, on va se rendre compte qu'au final, il arrive vraiment à faire les choses. Donc on va télécharger l'Excel et on va voir un peu ce que ça donne. Est-ce qu'on est proche du résultat? Et là, tadam. Tadam. Ouais. On se retrouve avec un Excel, donc il a bien fait le report des vélocités et des capacités par équipe. Il nous a produit un graphe qui ressemble étrangement à ce que je lui ai demandé. Après, effectivement, je suis pas expert en Excel, mais vous cliquez sur une colonne et vous pouvez changer sa taille, la décaler sur la gauche, la droite, et donc on peut obtenir effectivement le board demandé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, pour le coup, vraiment les données qu'on voulait, représentées de la même façon à quelques écarts de colonnes près, on peut régler dans les styles, et on a bien les menus qui nous permettent de sélectionner les équipes et le PI. Donc ça vous permet du coup d'aller créer des graphiques très complexes que vous ne pourriez pas faire précédemment tout seul sans l'aide de l'IA, pour répondre au mieux à la façon dont vos clients veulent voir l'avancement des productions agiles et de la valeur livrée. Ça fonctionne avec tous les types de graphiques, et donc c'est super intéressant. Donc on se retrouve pour le coup avec quelque chose de super. Donc ça peut aussi aider les Scrum Masters. Maintenant, on va regarder un truc un peu plus complexe. On va regarder un cas tordu. Le cas tordu, c'est je suis RTE et j'ai besoin, du coup, d'avoir une étude de ce qui s'est passé sur un PI, sur des PI précédents, sur l'évolution des choses, et j'ai besoin de savoir. Imaginons que je rentre de vacances, je ne sais pas ce qui s'est passé les derniers mois. Je pose mon contexte. Je fais une demande bien précise. Je lui demande du coup de m'apporter de la vision sur ce qui s'est passé, aussi bien au niveau des OKR que des features qui vont derrière. J'ai besoin de savoir s'il y a des blocages, s'il y a des risques, et j'ai besoin de savoir comment lui il voit les possibilités du PI 4. Donc je précise sur le point de vue contexte temporel qu'on est en fin de PI 3, dernière itération, et j'ai besoin d'avoir un avis en tant qu'RTE me permettant de prendre des décisions. Donc, je lui ingère un backlog avec des features en bleu, chacune contient des stories en vert en dessous. Le WSJF est calculé, tout est là, tous les OKR et toutes les features sont liés, toutes les features et les stories sont liées, tout est lié. Donc, on a un backlog qui est propre, même s'il est simple, mais qui contient vraiment tout. On a les critères d'acceptation pour les features comme pour les stories. On a les équipes qui sont définies, les itérations dans lesquelles ça a été fait, le pourcentage de complétude et les statuts de ce qui a été fait sur les PI 1, 2 et 3, etc. Et là, on lui demande vraiment, voilà, j'ai besoin de voir ce que tu proposes pour le PI 4. Pourquoi? Parce que je rentre de vacances, l'analyse est un peu dure, j'en ai fait une, mais rapide, entre le restaurant et la pause café. J'ai une réunion avec mes PM tout à l'heure, j'ai besoin de savoir un peu où on va. Donc on va aller prompter pour lui demander ça. J'ai un prompt qui reste assez ouvert, c'est-à-dire que je lui demande du coup des outcomes, pas des outputs, et je vais le laisser travailler sur les outputs pour m'apporter les outcomes. Donc là, on va le voir, je lui donne aussi donc la pige entre guillemets des statuts et du pourcentage de complétude, et là il est parti. Et là il va utiliser les 4 types d'IA qu'on a vu tout à l'heure, donc à savoir prédictive, générative, etc. Il va analyser, il va s'entraîner sur des données, il va proposer des choses graphiques, il va vraiment tout travailler. Et donc là, on va le laisser mouliner. Le temps réel pour ça, c'est un quart d'heure. J'ai coupé la vidéo à des endroits,
pour vous montrer qu'il travaille vraiment sur tous les cas. Et donc, il va vraiment aller regarder mathématiquement tout ce qui a été fait. Il va commencer par une corrélation mathématique. C'est-à-dire qu'il va se dire, OK, PI 1, temps de complétude, tel OKR atteint, telle feature finie, telle story faite, blocage sur tel techno, il y a une récurrence à tel endroit, etc. Donc il va être très méthodique là-dessus, et il va avoir des corrélations que nous, êtres humains, on peut pas forcément voir. Si demain je vous demande d'analyser 4 PI planning avec 12 équipes, ça va être compliqué. Si je vous demande, OK, mais en PI 1, itération 3, qu'est-ce qui a bloqué chez telle équipe? Tout de suite, si vous pouvez me répondre, vous pouvez pas. L'IA, elle va le faire. Elle va faire une analyse mathématique complète. Mais bon, on pense bien que moi, en tant que RTE, je vais pas arriver devant mes PM et leur parler mathématiquement. Je m'adresse pas à Astro, le petit robot, c'est ce que je veux dire. Donc, il va falloir que derrière, une fois que tout ce travail est fait, et je vous dis, il y en a pour un quart d'heure, on va vraiment analyser énormément de données, je vais lui demander, du coup, comme on l'a fait tout à l'heure avec le LLM, d'aller me générer quelque chose de plus textuel, de plus compréhensible. Donc là, ce qui est intéressant, on voit, hein, il va étudier tout, hein, vélocité, risque, les blocages. Il va vraiment regarder tout ce qui se passe. Donc on se retrouve du coup avec un outil qui mouline. Il va regarder par équipe. Il va parler aussi de sa projection sur les itérations qui arrivent, comment il voit les choses par rapport aux métriques, entre guillemets. Et donc là, on va faire attention. Il va nous proposer aussi de faire des attentions sur le carry-over, très gourmand. Il va expliquer qu'il y a certaines équipes qui sont en défaillance, d'autres qui sont plutôt OK. Et donc, du coup, sa recommandation va se baser sur quelque chose de plus logique et de plus pertinent qu'on pourrait avoir, nous, en tant qu'être humain, vis-à-vis des équipes. Moi, en tant qu'RTE, j'aime bien une équipe plus qu'une autre. Ça peut arriver, on a des préférences affectives. Ouais, je me dis que, bon, bah, elle est un peu en retard, mais c'est pas grave. Mais au final, c'est grave, puisque la valeur qu'on doit livrer à nos clients, bah, c'est quand même la priorité, on est quand même value driven, donc, le fait d'avoir cette analyse, pour un RTE, c'est utile. Maintenant, pour un PM, pour une équipe, pour un train, pas forcément. Donc une fois qu'on a tout ça, on va avoir aussi une priorisation qui va être proposée. Et donc là, elle va être faite de façon, structurelle. Donc on va nous dire, bah, attention, il faut faire attention aux critères qui sont pris en compte. Et il va falloir du coup aller chercher comment les choses se passent sur le point de vue technique. Donc je vais avancer un peu l'analyse pour vous montrer. Donc il le fait par équipe, il le fait par itération. Il nous donne aussi une stratégie aussi de priorisation qui est intéressante. Encore une fois, on reste sur du commande entre guillemets, on n'est pas dans le détail. Et moi je vais lui dire bah c'est super ton analyse, j'aime beaucoup, mais par contre bah, je dois la présenter. Donc je veux quelque chose, du coup, des recommandations, je les veux mais de façon structurée et textuelle. Il va falloir que les gens puissent comprendre les choses. Donc en lançant ça, il va me faire un rapport, on va le voir. Le rapport, il est présentable. Il a utilisé les 4 types d'IA. Il a généré des choses qui sont intelligentes, en phase avec le réel, avec une analyse profonde, méthodique, pertinente. Donc il va pouvoir me proposer des choses assez intéressantes. Donc les points d'attention, pour commencer. Il va me donner une priorisation vis-à-vis de sa façon dont il voit les choses. Et donc ça me permet, moi, d'aller faire le parallèle avec ce que j'ai analysé. Et de comprendre qu'au final, on se retrouve bien avec une stratégie qui n'est pas idiote, avec des métriques qui démontrent les choses et une analyse qui va aller pousser vraiment sur des features en particulier ou sur des sujets en particulier. Et du coup, il va me proposer une optimisation de la planification avec une étude de la capacité à charge. Et donc, ça permet de comprendre un peu les OKR qui sont en risque, entre guillemets, et les OKR qui sont terminés et ceux qui sont vraiment à la traîne. Donc derrière, si on veut être productif et livrer le plus de valeur possible, non pas par le WSJF, qui est pourtant pertinent, mais par une étude logique, il va me faire une proposition qui est assez intéressante. Donc on a un message stratégique RTE derrière à passer, qui est quand même assez sympa. Si on regarde bien, c'est très pertinent. Et on a l'étude chiffrée qui nous permet d'aller vraiment concentrer nos efforts au bon endroit. Alors on le voit, quand on fait des démos comme ça peut paraître rigolo, mais on se rend compte au final que l'IA, il peut aider dans pas mal d'endroits. En fait, si on prend les rôles de chacun, on se rend compte qu'avec l'IA,
et une bonne pratique des modèles, une bonne pratique des frameworks, une bonne pratique de nos artefacts, on peut demander à générer énormément de choses. Et ça va nous aider à plein de trucs. Qu'on soit RTE, Scrum Master, Coach Agile, Business Owner, Epic Owner, etc. Pour chacun, si vous êtes bien accompagné, si vous avez un coach derrière qui vous guide, vous pouvez utiliser l'IA comme un outil pertinent. Gain de temps, gain de productivité, une atteinte des outcomes guidée. Donc vraiment, ça peut aider énormément. Je vous laisse prendre des photos. Je pense que les slides seront partagés après, non? Ouais. Donc on le voit, ça peut faire pas mal de choses. Là, en tant qu'RTE, vous voyez, on a eu une orchestration du train, on a eu pas mal de choses qui ont été vues, qui vont nous permettre de travailler. Pour le Scrum Master, pareil, on a fait une étude de situation et on a demandé quelque chose avec une solution visuelle permettant de répondre à comment je peux monitorer, entre guillemets, mes datas de vélocité. J'aurais pu lui demander 50 données différentes, il m'aurait fait 50 données dans mon slide, hein. C'est pas le problème. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, vous vous rappelez de la question du début, la peur, la crainte. On est tous là, ouh, Terminator arrive. Non, Terminator, il arrive pas tout de suite. Donc là, on n'est pas remplaçable. Pourquoi on n'est pas remplaçable? Tout simplement parce qu'avec l'IA, on peut se poser la question de quoi on va être capable demain. Aujourd'hui, on sait ce que peut faire l'IA, on sait de quoi on est capable. Pour certains, effectivement, comme le disait Rachel Dubois, le faire part de décès est effectivement destiné à certaines personnes. Mais pour les vrais agilistes, que vous soyez PO, Scrum Master, Business Owner, que vous travaillez en tant que PM, que vous soyez RTE, coach, peu importe, si vous utilisez l'IA de façon méthodique, dans ces cas-là, vous en faites un outil réel. Et on le sait, l'IA ne peut pas remplacer la réflexion humaine. Encore une fois. Faut pas oublier que c'est nous qui allons définir les cadres. Donc les cadres, même si l'IA en propose, encore une fois, ce n'est qu'un outil. C'est nous qui allons proposer aussi tout ce qui est prioritaire et donner les règles. Ah oui, quand on travaille avec un client, quand on travaille avec des équipes, il y a des règles. Et c'est pas l'IA qui va donner les règles. Ensuite, sans instruction, c'est un outil, c'est Excel, c'est pareil. Si vous dites pas fais-moi telle feuille de calcul, l'Excel il fait pas. Bah, l'IA c'est pareil. Si vous lui demandez rien, il fait rien. Et les agents font peur, mais les agents c'est des scripts autonomes. C'est-à-dire que vous lancez un prompt, il se fait automatiquement. Maintenant on l'a vu, quand on prend le dernier pour le RTE, il utilise 4 types de data différentes, 4 types d'IA différentes. Si demain vous lancez un agent pour faire ça, il va pas y arriver. Il va déjà faire le premier, donner de la data qui est pas forcément bonne, qui est pas vérifiée par l'être humain, passer au deuxième, donc la data elle va être encore dégradée, troisième, dégradée, et à la génération, il risque de vous recommander un clafoutis à l'ananas. Donc, encore une fois, l'être humain est utile. S'il n'y a pas d'être humain, on ne peut pas arriver à ça. Donc les métiers ont de l'avenir. Voilà. L'IA, elle nous augmente, elle ne nous remplace pas. Très important. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que vous seriez prêt à passer à une équipe augmentée avec l'IA? Donc moi, je représente Softeam. C'est les sujets qu'on aborde. C'est des chantiers qu'on prend. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide. On est là pour vous. Ok? Je vous laisse derrière pour le petit rôti. N'hésitez pas à donner vos avis. Merci, bravo. Merci. Merci à vous pour votre présence. Et je vous dis à bientôt.